c'est parti. Alors, pour vos lecteurs voilà, dont on fait partie, le chat, c'est vraiment le personnage emblématique, incontournable de votre œuvre. Est-ce qu'il est redevenu pour vous? C'est une drôle de question. Je sais pas. En fait, c'était surtout un personnage que j'ai inventé quand mes enfants étaient petits. Donc finalement, par rapport aux bons hommes de bande dessinée, on se souvient beaucoup des moments où on les a inventés. Celui-là, c'était un peu le début de mon mariage, la petite enfance de mes gamins. Et comme là, j'étais séparé depuis 1 an et demi ou quoi, j'imagine qu'un matin, j'ai eu un peu de nostalgie et tout ça m'a manqué. Et le chat est revenu. Donc des personnages, ce sont des périodes. Après, quand ils vous accompagnent pendant longtemps, comme ça a été le cas pour le chat ou comme c'est le cas pour Petit Vampire, après ça devient des secondes voix ou des secondes peaux. Et il y a des moments où ils se taisent. Dans le cadre du chat, c'est pas très mystérieux. Le chat s'est tu parce que d'abord j'avais fait 5 volumes et je croyais que c'était fini. Et ensuite le dessin animé a duré 5 ans. Et pendant 5 ans, j'ai dû expliquer à des mecs qui dessinaient plus réalistes que moi comment dessiner dans mon style, ce qui était juste tuant, parce que je suis très content du résultat, mais le processus est très fatigant d'un dessin animé. Et d'autant que les codes d'animation du chat sont pas évidents, c'est pas du Disney, c'est pas du DreamWorks, il a fallu inventer un truc. Et ça m'a complètement vidé de toutes mes envies de chat, et quand je suis sorti du dessin animé, ce chat, je pouvais plus le voir. Et je pensais que j'avais plus rien à dire dessus. Et là, voilà, il s'est remis à parler. Donc, mon ex-femme m'a prêté le chat, parce qu'il a 15 ans maintenant, c'est un vieux chat. C'est Imhotep, Qui c'est ça? s'appelle Imhotep. Et je l'ai eu chez moi pendant que je dessinais, parce que la spécificité des albums du chat, c'est que ce sont des albums qui sont toujours faits partiellement d'après nature. J'ai le chat dans la maison, et D'accord. je fais des petits croquis, ou parfois je le prends en photo avec mon téléphone portable, et puis je m'inspire de ça pour le dessiner. Donc, il y a ça, et puis ça, c'est presque comme si c'était un nouveau tome 1, ce truc-là. C'est marrant parce que en ce moment, il y a la mode de faire renaître des BD classiques avec d'autres équipes d'auteurs. Là, ce qui est assez curieux, c'est que le chat revient, puis c'est toujours moi, quoi. mais de toute façon, j'ai pas beaucoup de contrôle sur mon inspiration. Il y a des fois où ça me parle pas pendant des années, puis il y a des fois où ça se réveille. Donc, quand il y a des idées, il faut en profiter. Ouais. Et vous parliez de nostalgie. Là, on sent que c'est beaucoup plus présent. Enfin, les premiers, on va dire la première série du chat c'était un peu plus rieur, un peu plus rigolard. Là, il y a une forme de nostalgie de spleen qui est un peu plus présente. Et alors, ce qui est assez étonnant, enfin voilà, c'est le bonheur passé, les êtres qui s'éloignent, le temps qui file. Et ce qui est assez étonnant, c'est que contrairement à beaucoup d'œuvres qui traitent de ces thématiques-là, on sent pas chez vous on sent aucune forme de passéisme. Non. Enfin, c'est plutôt presque un élan vers l'après, vers le lendemain. Oui, parce que je suis pas nostalgique ni de l'Algérie ni des années 30. Je suis en attente de moments de bonheur ou de moments de joie. Et dans une période où tout le monde nous emmerde beaucoup avec la religion, sans faire exprès, je crois, dans cet album, j'ai raconté une petite fonction utile de la religion, c'est le côté rassurant de faire une prière qui est la même d'une génération à l'autre. Donc là, c'est pas la religion qui envahit le quotidien, c'est pas la religion qui veut convertir tout le monde, c'est ce rabbin qui, à chaque fois que la vie avance, va faire les mêmes prières. Pendant que son chat, lui, au contraire, il revendique, il s'énerve et tout. Puis l'un comme l'autre, l'autobiographie d'Hugo Pratt s'appelait Le désir d'être inutile. Ils sont pas plus utiles l'un que l'autre, mais ils ont chacun leur méthode pour se sortir de ça. Maintenant, un livre, pour moi, avant d'être un conte, avant d'amener des idées, ça obéit à une motivation émotionnelle. Donc j'ai ressenti le besoin de faire ce livre parce que j'éprouvais des sentiments sans doute un peu tristes, un peu comme ça au moment où je l'ai écrit. Là maintenant, je vais beaucoup mieux, merci. Et du coup, je commence à en écrire un autre qui est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus provoquant. Donc je crois que les récits, même de fiction, sont toujours des éponges de ce qu'on éprouve. Quand on commence à faire l'auteur, quand on commence à faire des livres, on a envie de s'exprimer, on a envie d'être compris par les gens, et on s'imagine qu'il y a des efforts à faire pour que les gens comprennent. J'ai l'impression qu'avec un petit peu d'expérience, on s'aperçoit que plus on est intime, plus on est secret, plus on est sincère, plus les gens risquent de comprendre. Ça, c'est le grand mystère des livres, des films, de tout ça, c'est que plus on va travailler pour soi, plus on a de chances d'être compris, et finalement, le public ou le lecteur, on ne sait jamais qui c'est, on sait juste que il y a des gens, par hasard, qui vont avoir la même sensibilité que l'auteur à un moment donné, parce qu'on les rencontre parfois, puis parfois on les perd. Et donc je deviens de plus en plus égoïste quand je fais des choses comme ça. Et Bah, voilà.
Après, je sais pas, il doit y avoir une centaine d'albums peut-être, un truc comme ça. Vous avez scénarisé ou dessiné. De toute façon, forcément, on imagine que ça répond à un besoin presque viscéral de dessiner, de coucher sur le papier, d'écrire, parce qu'il y a peu d'auteurs aussi prolifiques que vous quand même. Moi, je suis lecteur avant tout, donc je passe beaucoup plus de temps à lire le travail des autres qu'à travailler. Et quand je lis pas, j'écris et je dessine. Et je suis devenu un peu par hasard un auteur qui a fait quelques best-sellers parce que j'ai mis des années et des années pour être publié. Je me suis beaucoup bagarré, j'avais plein de projets dont personne voulait. À un moment, ça s'est mis à être publié. Et je suis un auteur effrayant pour les éditeurs parce que je fais certains livres qui se vendent énormément et d'autres pas du tout. Euh, Tant mieux, j'adore ça. J'adore l'idée qu'un livre, c'est un dé qu'on jette et on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Je me dis jamais ça va être commercial ou ça ceci ou ça cela, je suis ce qui vient. Après, j'ai eu un défaut pendant très longtemps, c'est que je faisais des albums qui ne se terminaient pas et je m'étais à suivre et je faisais jamais la suite parce que je passais sur autre chose, parce que je suis pas très industriel. Donc maintenant, ça, je ne le fais plus. Maintenant, quand je fais un livre, il se termine. Même si c'est le chat, même si c'est autre chose, à la fin c'est fini. Et si un jour le personnage revient, tant mieux. Donc, parce que ça m'évite de mettre trop en colère mes lecteurs. Et voilà. Mais à part ça, je change pas trop ma manière de travailler. Ouais. Bon, on le voit d'ailleurs, ça doit être le premier où la suite n'est pas annoncée alors qu'elle Voilà. elle est déjà en cours, hein, c'est ça Voilà. Le meilleur moyen que je la fasse, c'est de pas l'annoncer. Voilà. Même si effectivement il y a une tonalité un petit peu différente, on garde quand même l'unité de la série qui est le dialogue, la dialectique, presque la dispute au sens intellectuel du terme. Et est-ce que c'est justement cette omniprésence du dialogue et du questionnement, c'est une forme d'utopie pour vous, enfin une espèce votre vision est un peu idéale de la société, c'est-à-dire des individus qui se remettent à dialoguer, à échanger, des individus ou des peuples. Ben vous le dites très bien, ça c'est ce dont on rêve, c'est-à-dire que moi je suis pas un idéologue, j'ai pas vraiment de théorie à défendre, je change d'avis très souvent. Par contre, un espace apaisé pour discuter, ça me paraît important. Un ami me disait récemment, un débat, c'est s'asseoir face à une personne et être disposé à changer d'avis. Malheureusement, ça arrive assez rarement. Aujourd'hui, la télévision nous a habitués à une culture du clash, c'est-à-dire il faut qu'on se dispute, il faut qu'on crie. Moi, j'essaye de montrer à mon lectorat que si on n'est pas d'accord, ce n'est pas grave. Donc cette discussion, cette manière de parler, je me cherche surtout des espaces, en fait. S'il y a un message dans le chat, il n'est pas très compliqué, ce sont des juifs qui ont l'air arabes. Ça va pas très loin, mais ça suffit déjà à dire quelque chose sur la Méditerranée, sur le paternalisme, sur la structure de certaines familles. Ensuite, il y a un examen comme ça un peu caricatural des populations du Maghreb dans les années 30 qui sont les mêmes que celles qui sont en France aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des agnostiques, des chrétiens, des musulmans, des juifs, qui sont plus ou moins sous l'égide de la France, qui ne savent pas bien ce que ça signifie pour eux, et qui se disputent à peu près sur tous les sujets. Bon, depuis les années 30, on n'a réglé aucun problème, par contre on en a surajouté plein. Alors évidemment, le chat va traiter de ces sujets-là. Et alors on vous sait aussi grand amateur de Brassens, hein. Vous avez été directeur d'expo. Oui, je ne sais pas comment ils appellent ça. Enfin, je me suis occupé de l'exposition. Et est-ce que vous ressentez, vous personnellement, une filiation à travers cette façon qu'avait Brassens justement de raconter des histoires, parfois un peu anodines, mais qui finalement étaient toujours beaucoup plus profondes qu'elles n'apparaissaient en surface? Je ne sais pas, en tout cas je l'aime beaucoup. La chance qu'on a en Occident, c'est qu'on a le monde de la représentation, c'est-à-dire qu'on se raconte des histoires, on arrive à y croire le temps de l'histoire et ça nous fait du bien. Et c'est ça qui fait un ciment social, c'est ça qui fait, puisqu'on ne vit pas en dictature, puisqu'on ne vit pas en monarchie, ce qui fait qu'on se sent français ensemble, ce ne sont pas nos papiers, ce sont des souvenirs de chansons ou de dessins animés ou de livres. Donc moi je ne connais pas la sous-culture, je ne connais pas bien la différence entre une chanson populaire ou de la musique classique ou une bande dessinée ou un roman. Il y a des moments où par miracle on est attaché à une culture ou à un pays parce qu'on a rencontré un auteur. Alors c'est très joli de dire qu'il y a une culture mondiale et tout ça, mais tout de même, il y a une éducation commune qui fait qu'on va être sensible à certaines petites choses, c'est vrai parfois qui sont de chez nous, et les valeurs de Brassens, elles sont jolies, je trouve. Et pour finir, c'est une question que tout lecteur se pose. Alors si vous êtes un grand lecteur, vous la posez peut-être des fois aussi, mais on cherche toujours où se cache l'auteur dans l'œuvre, dans les personnages. Et en relisant là, cette semaine toute la série, je me suis dit, mais finalement,
Peut-être que le personnage qui vous correspond le mieux, c'est le Malka des Lions. Je ne suis pas héroïque à ce point. Non, mais dans ce côté, ce raconteur infatigable d'histoire, Il me un fascine. peu sage et roublard à la fois. Alors, d'abord, le Malka, il a existé, c'est un grand-oncle à moi. Donc, ensuite, un personnage, c'est pas une personne. Un personnage, c'est une petite boule de volonté. Et donc, quand on les fait se battre les unes contre les autres, parce que c'est ça une histoire, c'est comme une négociation, c'est forcément plein de petits bouts de soi. Par exemple, j'ai fait une découverte récemment au sujet de ma série Petit Vampire, parce que c'est comme une psychanalyse, ces trucs-là. Je faisais Petit Vampire, où il y a un petit garçon qui s'appelle Michel, qui me ressemble, et il y a un petit vampire. Et j'ai toujours pensé que j'étais Michel. Il m'a fallu 15 ans pour découvrir qu'en fait je suis Petit Vampire, mais je ne le savais pas. Le chat, c'est pareil. Je me suis toujours vu dans le camp du chat, parce que c'est le provocateur, et j'ai toujours vu le rabbin comme l'institution. Mais comme j'ai un petit peu vieilli, comme je me suis sans doute assagi, je m'aperçois que dans ce livre, il y a plein de phrases du rabbin qui me ressemblent plus que les phrases du chat. Donc finalement, ce sont des jouets. Avec ces personnages-là, on est comme un gosse dans son bain avec ses bonhommes en plastique, on les fait dialoguer, et on n'a pas besoin d'adhérer à ce que dit un personnage. Ce qui est important, c'est qu'on s'intéresse à ce qu'il dit.